Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Ils ont réaffirmé le renforcement des liens de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs du Mali, de la Mauritanie et du Soudan reçus par le président Alassane Ouattara, les diplomates mauritaniens et soudanais sont en fin de mission. Ils l'ont annoncé au chef de l'État ivoirien. La résolution 2447, c'est la première résolution portée par la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a été adoptée à l'unanimité des 15 membres de cet organe des Nations Unies. Une résolution qui vise une meilleure cohérence des opérations de maintien de la paix dans le monde. Finalement, il ne se passe pas un mois sans festival. L'on constate une floraison de ces rendez-vous depuis plusieurs années. Des célébrations patrimoniales, musicales et commerciales. Quel est l'intérêt de ces festivals? Le dossier à suivre dans ce journal. 3 ambassadeurs reçus aujourd'hui par le président de la République. Il s'agit des diplomates maliens, mauritaniens et soudanais. Ces 2 derniers ambassadeurs sont en fin de mission. Ils ont parlé de la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. 3 ambassadeurs en mission en Côte d'Ivoire. Ils sont du Mali, de la Mauritanie et du Soudan. Ils ont été reçus successivement par le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi. Le premier de ces diplomates à s'être rendu au palais présidentiel est celui du Mali. Il sera suivi tour à tour par les diplomates de la Mauritanie et du Soudan. Ces 2 derniers, contrairement à l'ambassadeur malien, sont venus informer le chef de l'État de la fin de leur mission sur le sol ivoirien. Comme vous savez, en fin de mission, j'avais l'honneur d'être reçu par son Excellence. Et à cette occasion, j'ai présenté mes remerciements, mes chaleureux remerciements d'ailleurs. Et à cette occasion encore, ma reconnaissance pour toutes les facilités que j'ai eu l'occasion de trouver ici en Côte d'Ivoire. Je suis honoré d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président, pour une audience d'adieu. Parce que ma mission ici, en tant qu'ambassadeur du Soudan à Abidjan, prend fin. Et je suis reçu par le Président. Et Monsieur le Président m'a parlé des liens qui existent entre le Soudan et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la fin de leur mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Mauritanie y a passé 6 ans et celui du Soudan 2 années. Je vous le disais à l'instant, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2447. Elle était portée par la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas. C'était hier à l'unanimité des 15 États membres. Cette résolution vise à promouvoir une meilleure cohérence entre les différents acteurs des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix. Les explications de Michel Digré. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2018/1109 lèvent la main. C'est la toute première résolution adoptée sous la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité pour ce mois de décembre. Sur le fond, la résolution 2447 souligne l'importance d'intégrer l'appui des Nations Unies à la police, à la justice et aux services correctionnels dans les mandats des opérations de maintien de la paix et des missions politiques spéciales. La résolution souligne la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de chaque conflit, notamment en renforçant l'état de droit au niveau national et international. Il faut retenir que le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas a été un facteur important pour parvenir à un accord sur cette résolution. Avant son adoption à l'unanimité des 15 États membres du Conseil de sécurité, les enjeux de cette résolution ont été relevés. Cette résolution est un grand pas en avant. Elle reconnaît qu'il ne peut y avoir de paix durable sans la justice. Pour y arriver, il faudra se référer aux bonnes pratiques du passé, comme par exemple les cellules spéciales de soutien aux poursuites créées par la MONUSCO. Sans leur aide, des crimes graves, y compris les violences sexuelles, seraient restés impunis. La Côte d'Ivoire accorde la plus grande importance à la résolution qui va être adoptée par notre Conseil
en ce qu'elle adresse des problématiques au cœur de notre histoire récente. En effet, la restauration et le renforcement des capacités des institutions policières, judiciaires et correctionnelles ont été un des axes majeurs de la collaboration entre le gouvernement ivoirien et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et participent des conditions qui ont présidé au succès unanimement reconnu de l'action onusienne de mon pays. C'est donc mû par la volonté de partager les 13 années de riches enseignements tirés de l'opération de maintien de la paix que la Côte d'Ivoire s'est faite l'impérieux devoir de participer à la maturation de ce projet de résolution dont nous espérons qu'elle guidera l'action onusienne dans les opérations de maintien de la paix en cours et à venir, et je vous remercie. En outre, la résolution 2447 demande au secrétaire général de l'ONU de veiller à ce qu'une analyse approfondie du contexte des capacités et des besoins des États hôtes soit établie lors de la planification des missions de paix. Ici, en Côte d'Ivoire, la ville de Grand-Bassam fait peau neuve. Bientôt, ses voiries et réseaux divers bitumés, environ 6 km de route seront traités. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé hier le démarrage de la première phase des travaux. Il s'agit d'un programme pour la valorisation de la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Viviane Aimé. Le démarrage des travaux de sauvegarde et de valorisation de la ville historique de Grand-Bassam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été lancé ce jeudi 13 décembre par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs député de Grand-Bassam, en présence des autorités coutumières de la localité. Sa Majesté Amontanoé, roi de Bassam, et président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, et le roi de Moussou, Sa Majesté Assouman Kanga. Ces travaux concernent dans une première phase le bitumage et le renforcement de 6 km de voiries et réseaux divers. Le ministère de la Culture et la Francophonie supervise l'ouvrage dont l'étude a été réalisée par le BNET et le LBTP et l'exécution a fait l'objet d'un appel d'offres. Les travaux de bitumage qui démarrent concernent la voie principale qui mène au cimetière du village et les voies transversales du village qui seront revêtues de pavés. Les travaux d'un coût de 3 milliards de francs vont durer 8 mois. Ainsi, au cours de l'année 2019, Grand-Bassam, ville historique, aura un visage neuf. Le ministre de la Culture et la Francophonie a saisi l'occasion pour faire une autre annonce de taille. Le programme de valorisation de la ville historique de Grand-Bassam envisage également l'inscription de l'Abissa sur la liste de patrimoine immatériel de l'UNESCO. En raison des valeurs de générosité et de tolérance prônées par l'Abissa, son inscription au patrimoine de l'UNESCO viendra consolider la valeur universelle de la ville historique de Grand-Bassam. L'année 2019 verra aussi le démarrage d'un projet attendu depuis de nombreuses années par les populations de Grand-Bassam. Il s'agit de l'ouverture de l'embouchure dont les travaux démarreront dans le premier trimestre de 2019, a fait savoir le vice-président. Daniel Kablan-Duncan, qui est originaire de Grand-Bassam, a appelé les fils et filles de cette localité à demeurer unis et à ne pas céder aux querelles électoralistes. C'est justement le lieu d'appeler, je crois que c'est vraiment important, nos sœurs, nos frères de Grand-Bassam, à plus de cohésion, au raffermissement des liens de fraternité et des liens de paix. Parce que rien ne peut se construire dans le désordre, rien ne peut se construire dans l'indiscipline, rien ne peut se construire s'il n'y a pas donc la paix. Le lancement de ces travaux qui intervient dans un contexte d'élection locale est la preuve que le président Alassane Ouattara est attaché à Grand-Bassam et à son rayonnement. Cette ville, notre ville, est porteuse de valeurs chères à l'UNESCO et au père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny. Ces valeurs sont le dialogue, la fraternité et la paix. Engageons-nous donc résolument dans la voie de la fraternité, dans le dialogue, afin de préserver la paix à Grand-Bassam
et surtout la paix en Côte d'Ivoire. Et pour finir de parfaite manière, le vice-président député de Grand Bassam a manifesté sa solidarité envers ses frères et sœurs de sa localité en offrant une enveloppe répartie entre les différentes composantes de la population. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, toujours pas situés. Le verdict sur leur libération provisoire est attendu. Hier, les juges de la CPI ont convoqué une audience sur une demande de libération provisoire déposée par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les débats devraient se poursuivre aujourd'hui, mais aucune audience n'a été tenue. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la CPI. Aucune décision qui n'a été rendue par la Chambre jusqu'à présent. Lorsqu'il y aura une décision, on va l'annoncer comme toujours. Ce sera quand dans la journée, demain, la semaine prochaine? Il n'y a aucune date qui a été précisée pour cette décision. Donc, ça dépend des juges et de leur délibération. Ça peut se faire aujourd'hui, ça peut se faire peut-être la semaine prochaine. On n'a aucune indication sur la date. Des dispositions sont prises pour des élections apaisées à Bingerville et Port-Bouët, rassure le préfet d'Abidjan. Vincent Toby était aujourd'hui dans ces deux communes. Il appelle les populations et les candidats à l'apaisement. Reportage. C'est à Bingerville que le préfet d'Abidjan a débuté cette visite. Ensuite, Vincent Toby s'est rendu à Port-Bouët. Dans ces deux communes, le message était le même, des élections apaisées. Nous avons saisi l'opportunité de la rencontre pour demander instamment à chaque candidat d'appeler les électeurs au calme, parce que c'est juste une compétition, ce n'est pas une bagarre, il est important que ce processus se passe bien. Et je peux rassurer l'ensemble des populations, des électeurs, que la sécurité sera assurée, des dispositions spéciales ont été mises en place. C'est en même temps une mise en garde contre les perturbateurs ou contre ceux qui agiront au contraire des lois de la République de Côte d'Ivoire. Pendant cette élection, les personnes qui le feront, qui agiront ici, seront interpellées. Au cours de cette visite, les différents candidats aux municipales à Bingerville et Port-Bouët se sont engagés à œuvrer pour des élections paisibles, mais aussi à respecter les résultats des urnes. L'économie ivoirienne se porte bien, c'est ce qu'affirme le Fonds monétaire international. Selon le FMI, la croissance est de 7,7%. L'institution annonce de bonnes perspectives économiques pour la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Luc Gbagbo. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire connaît la croissance la plus importante de son histoire. C'est l'un des enseignements forts du rapport présenté par José Rijon, représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire. Les perspectives économiques du pays restent robustes avec une croissance projetée à environ 7,5% en 2018. Ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est premièrement une augmentation forte de la croissance grâce à l'amélioration de la productivité. Une fois que le conflit est fini, une fois que les conditions économiques se sont normalisées, la productivité ou la combinaison entre les différents facteurs de production s'est stabilisée et elle a permis de croître. Également, un dynamisme accru de l'investissement public et privé avec comme catalyseur le plan national de développement. Le FMI note cependant des défis qui restent à relever afin de maintenir cette tendance positive de la croissance. Ce qu'il faut faire, c'est mobiliser davantage de recettes budgétaires. Pourquoi? Parce qu'il faut financer des politiques ambitieuses de développement. Et ici, c'est un premier défi pour la Côte d'Ivoire. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, il est nécessaire de mettre en place des politiques et réformes robustes en vue de permettre à l'économie ivoirienne d'être aussi résiliente que compétitive. Ces politiques devraient mettre l'accent notamment sur le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique avec une gestion prudente et efficace des finances publiques, l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures tout en créant l'espace nécessaire pour les investissements en infrastructures, l'amélioration du climat des affaires, le développement d'un secteur financier stable et performant. Le ministre de l'Économie et des Finances a souhaité également que le statut de pays intermédiaire de la Côte d'Ivoire soit désormais reconnu et harmonisé dans les différents rapports internationaux. Le pays représente aujourd'hui 38% du poids économique de la zone UEMOA contre 30% au sortir de la crise en 2012. La Côte d'Ivoire lance un nouveau recensement général de la population et de l'habitat. Ce 5e dénombrement lancé hier, 40 000 agents recenseurs seront sur le terrain. Les résultats attendus dans 3 ans. Des détails avec Cheikh Koné.
Ce 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH vient pour pallier les insuffisances d'ordre technique, financier et politique de celui de 2014. 16 ans après le recensement général de la population et de l'habitat de 1998, la Côte d'Ivoire a décidé de réaliser son 4e RGPH en 2014. L'objectif était de disposer d'une base d'information fiable pour orienter les importantes réformes économiques et sociales. Malheureusement, des contraintes n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Ainsi, l'évaluation des résultats du RGPH 2014, effectuée par l'UNFPA à la demande du gouvernement, a recommandé la reprise du processus. Ce nouveau recensement général va nécessiter un investissement de près de 19,6 milliards de francs CFA sur une durée de 3 ans à compter de janvier 2019. Il va mobiliser 40 000 recenseurs. Pour les études préparatoires, le gouvernement a consenti une enveloppe de 3 milliards de francs CFA. Au nom du gouvernement, la ministre Nialé Kaba a lancé un appel aux bailleurs de fonds et partenaires financiers pour la mobilisation des ressources. Le 19 décembre, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée en partenariat avec le système des Nations Unies dans l'objectif de boucler le financement de l'opération. Je voudrais donc profiter de ce micro pour lancer un appel à nos partenaires au développement pour leur accompagnement financier. Répondant à l'appel du gouvernement, la représentante spéciale du Fonds des Nations Unies pour la population a insisté sur le respect des procédures du recensement afin d'éviter les erreurs du passé. Les leçons apprises des défis du recensement de 2014 attirent notre attention sur 3 principaux aspects à relever. 1. L'importance du respect strict du chronogramme du RGPH. 2. La communication continue au plus haut niveau à tous les groupes d'intérêt dans le pays et l'adhésion de tous les partis politiques et leaders communautaires, guides religieux pour la mobilisation des populations autour du RGPH. 3. La synergie entre l'Institut national de la statistique et UNFPA, l'Agence d'assistance technique. Représentant le Premier ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a situé les enjeux du recensement général de la population et de l'habitat. Le RGPH 2019 permettra de fournir des bases de données actualisées, démographiques et socio-économiques, de mettre en évidence les efforts faits par le gouvernement dans les secteurs sociaux. Prévu démarrer en janvier 2019, la publication des résultats, mai 2021. Le RGPH est une opération qui se déroule tous les 10 ans. La première opération a eu lieu en 1975. Le concours d'entrée à l'ENA en 2020 est ouvert. Il s'agit des cycles supérieurs, moyens supérieurs et moyens de 300 à 350 places disponibles dans la fonction publique. Les dossiers sont réceptionnés depuis hier. Des explications avec Salima Toudia. Vous aspirez à devenir un haut fonctionnaire ou un cadre de l'administration publique? Le concours d'entrée en 2020 à l'École nationale d'administration est ouvert depuis ce mercredi 13 décembre et ce jusqu'au 31 janvier 2019. Pour élever le niveau, l'ENA invite les candidats à préparer sérieusement les concours. Des mesures ont été mises en place pour éviter des cas de fraude. Concernant le problème de gestion des dossiers survenus au précédent concours, des dispositions ont été prises. Si vous êtes candidat ou candidate, vous viendrez avec votre diplôme. Si votre diplôme ne remplit pas naturellement les critères requis, il est évident qu'au départ, nos services ne vont pas réceptionner vos dossiers. Depuis sa création, l'École nationale d'administration a formé environ 14 000 fonctionnaires. Je vous emmène en Pologne où se tient la COP 24. La Côte d'Ivoire adhère au programme d'efficacité énergétique du bâtiment. Le bâtiment, c'est l'un des secteurs les plus pollueurs. Un projet mis en place par la coopération allemande et l'Agence française de développement. Envoyé spécial, Grace Kando. La Côte d'Ivoire rejoint le PIB en matière d'efficacité énergétique du bâtiment à travers cet accord d'adhésion. Le PIB est une initiative franco-allemande lancée lors de la COP22 à Marrakech, au Maroc. Il vise à soutenir la transformation du secteur du bâtiment
vers une meilleure performance énergétique et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À travers ce programme, la Côte d'Ivoire entend bénéficier d'appui pour de nouvelles technologies de construction de bâtiments à faible consommation d'énergie et par conséquent à faible émission de gaz à effet de serre. Mais d'autres intérêts, d'autres avantages s'offrent à la Côte d'Ivoire à travers ce programme. C'est que les nouvelles technologies de construction et de rénovation des bâtiments vont permettre de générer des emplois. Ensuite, la baisse de consommation de l'énergie va être un facteur d'économie pour la Côte d'Ivoire. Alors l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est 30% des émissions, c'est 30% des consommations énergétiques. On fait beaucoup de bâtiments scolaires, on fait beaucoup de bâtiments dans le secteur de la santé, mais que ces bâtiments soient aux meilleures normes et répondent aux meilleures pratiques pour que la Côte d'Ivoire, comme la France, comme tout le monde, soit exemplaire dans ce domaine. Les premiers pays bénéficiaires du PIB sont le Maroc, le Mexique, le Sénégal, la Tunisie et le Vietnam. Toujours dans le secteur de l'environnement, un projet de gestion des déchets électriques, électroniques et pneus usagés vient de voir le jour. Il permettra de prélever l'écotaxe sur ces produits. C'est le ministre de l'Environnement qui a procédé au lancement de ce projet. Les précisions de Moussa Koulibaly et Franck Adio. Les objets électriques ou électroniques pourront avoir une seconde vie après usage, notamment les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones portables, les appareils photonumériques, bientôt recyclables et réutilisables. Cette volonté du gouvernement s'est matérialisée par le lancement du projet de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques D3E et de pneus usagés, un projet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. La première étape consistera à identifier ces déchets, à les répertorier et puis à les contrôler en les collectant et en les parquant dans des endroits préparés à cette fin pour que, à la suite, à partir de l'installation des centres de traitement, le gouvernement ivoirien puisse faire traiter et recycler ces déchets. Dans sa phase pratique, le projet sera financé par un système d'écotaxe. C'est une taxe qui ne sera pas de trop. C'est une taxe qui est déjà inclue dans le prix de l'appareil, déjà à la fabrication. Donc ce que nous demandons, c'est simplement récupérer cette écotaxe qui est greffée sur le prix. Voilà. Parce que beaucoup de gens font des amalgames, pensant que bon, c'est une taxe de trop, alors que il n'en est rien de tout ça. Le projet sera exécuté par deux groupements. La première chargée de l'enregistrement des produits et la collecte des taxes au compte de l'État, et la seconde, détruire et créer de nouveaux produits. À terme, 10 000 emplois verts pourront être créés. Intéressons-nous à d'autres secteurs. Un forum d'investissement ouvert sur le cacao et le palmier à huile. C'est un cadre d'échange entre les porteurs de projets et les investisseurs. Le reportage de Cheikh Koné. La question du financement des exploitations agricoles reste un enjeu majeur pour la modernisation de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, seulement 5% du financement bancaire est destiné aux petits producteurs. Cette plateforme d'investissement s'est donc fixée pour objectif de mettre en relation les investisseurs et les coopératives rurales autour des plans d'affaires des secteurs du cacao et du palmier à huile. L'innovation autour de cette conférence, c'est que nous avons réalisé des business plans, des business models au niveau de certaines PME que nous allons présenter aux différents investisseurs. Donc ça fait un plus. On ne va pas, je veux dire, aller toujours dans les discours, mais on va aller sur des projets concrets qui ont été, je veux dire, modélisés pour que ces business-là répondent à ce que les banques et les placements financiers et les impact investors, c'est-à-dire les investisseurs plutôt à impact, veulent voir. Organisation de la société civile spécialisée dans la promotion des chaînes de valeur agricoles, Solidaridad, initiatrice de ce forum, va lancer en Côte d'Ivoire 2 projets phares financés par le Royaume des Pays-Bas. Le SWAP 2, qui est le programme d'huile de palme durable en Afrique de l'Ouest, et le CORIP 2, qui est un programme d'intensification et de réhabilitation du verger cacao. Ces 2 programmes viennent pour résoudre tous les problèmes qui sont liés au secteur agricole, tels que la productivité, le manque d'accès au financement. Donc SWAP 2 et CORIP 2 viennent répondre à ce besoin dans le secteur du cacao et de l'huile de palme.
Ce forum d'investissement, qui est à sa première édition en Côte d'Ivoire, sera meublé de présentations de diverses études et de panels de discussion autour du financement, de l'agriculture et des outils de réduction des risques de financement. L'on constate une floraison des festivals depuis des années. Des célébrations patrimoniales, musicales et commerciales, on s'y perd parfois. Pourquoi tant de festivals? Quels impacts sur le développement ou la cohésion sociale? Un foisonnement de festivals que notre reporter Franck Quadio a cherché à comprendre. Je vous propose son dossier. Sud-Ouest ivoirien, des chansonniers entretiennent l'assistance de mélopées oubliées. Le Didiga Festival célèbre l'oralité traditionnelle. De l'engouement autour de célébrations de valeurs traditionnelles, une réalité. Un peu plus haut, au centre-ouest, à Divo, le Djaka Festival, célébration patrimoniale des peuples d'Ida et Gaudier. Une façon de réconcilier les fils du terroir avec des valeurs perdues. Une vingtaine de festivals du genre sont célébrés chaque année en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on n'a plus de jeunes vraiment disponibles pour pouvoir tisser le pagne raffia. On n'en a plus beaucoup qui puissent taper les tambours que taper nos anciens parents. Encore moins s'exprimer correctement dans nos patois. Aujourd'hui, le Djaka Festival nous permet de mettre tout ceci en exergue et c'est un bonus en tout cas pour toute la région du Lot du Bois. Nous avons découvert des danses qui avaient disparu, qui ont presté pour la dernière fois depuis plus de 40 ans. Le fait de reprendre conscience de soi permet donc de se projeter. L'intérêt est crié dans la région au point où il y a un comeback des filles et fils de la région qui étaient partis depuis un moment, qui avaient trouvé des points de chute intéressants ailleurs. Impacter le développement par l'identité culturelle, mais aussi agir sur le changement de comportement. À Akoué-Agban, littoral ivoirien, un festival s'est depuis 2016 donné pour mission redorer les berges lagunaires. Selon son initiateur, l'impact est aujourd'hui positif. Les 3 premières éditions ont contribué à plus donner dans la sensibilisation et que lorsque nous promenons les yeux, vous verrez que nos berges sont maintenant envahies par des visiteurs. Une activité autour de thématiques développées pour le bien communautaire. Mais depuis fin 2011, les festivals sortent de plus en plus de la sphère purement thématique et embrassent un peu plus le développement régional. Les collectivités s'en servent comme outil stratégique. À Bouna, par exemple, le festival des danses traditionnelles du Bunkani est aux premières loges des actions de développement du président du conseil régional. En 2013, nous avons constaté que la région elle-même, en plus du retard sur les infrastructures de développement, restait très peu connue de l'ensemble des Ivoiriens, voire de la communauté internationale. Il nous a paru important de faire connaître la région de sorte que nos projets puissent intéresser d'autres personnes que nous. Un objectif de départ, aujourd'hui, productif. Le festival produit forcément de l'argent sur place et par effet indirect parce que des investissements, des dispositions sont prises par les populations pour leur commerce par rapport à la période du festival. Le festival cette année, le dernier jour sera, la matinée sera consacrée à la remise d'une école de 6 classes. Intérêt culturel, écologique, mais aussi économique pour mener à bien l'idée. Dans plusieurs festivals, on multiplie les partenariats. À Divo, les organisateurs du Djaka Festival se réunissent en assemblée générale après les 7 jours d'activité. Au menu, entre autres stratégies, les questions du financement. Une préoccupation cruciale car un festival, ça a un coût. Le Djaka Festival fait un budget de 50 millions environ et jusque-là nous n'avons pas encore eu véritablement, mais nous, avec l'aide que vient d'apporter le conseil régional et la mairie et des promesses que nous avons obtenues, si nous avons des subventions conséquentes, nous pensons que ce festival peut être, n'est-ce pas, à l'image du festival de Popo Carnaval et de l'Abissa. Pour nous qui nous basons sur le social, sur l'humain, un festival, c'est pas moins de 35 millions. Si on veut accueillir les gens, loger les VIP. Un coût, mais aussi des recettes, peu d'informations sur les retombées au niveau finance, mais un constat.
La démarche attire entreprises pour promouvoir des marques ou des concepts, des mécènes ou acteurs culturels. Dans le cadre de la musique, il y a aussi la promotion des spécificités gastronomiques. Bref, une floraison d'activités festives, pas toujours organisées. Et maintenant, chacun se lève et fait son festival du jour au lendemain parce que les gens considèrent que c'est un moyen rapide de rassembler des fonds. Mais ce sont des choses qu'il faut réfléchir pour la pérennisation des actions. Quand les actions ne durent pas, elles ne peuvent pas être efficaces. Pour mieux comprendre, nous prenons rendez-vous avec le directeur de la promotion des arts à charge du festival au ministère de la Culture. Difficile d'en déterminer aujourd'hui le nombre exact. En 2018, par exemple, environ 350 demandes d'appui ont été formulées, plus du tiers les 3 derniers mois de l'année. Pas de quoi s'alarmer cependant. Il n'y a pas de texte régissant l'organisation du festival. La tutelle apporte son soutien au projet fiable. On encourage les associations et les structures culturelles légalement constituées, n'est-ce pas, de proposer, d'initier ces festivals. Et si ça ne se fait pas, les conseils régionaux peuvent également initier ces activités, mais il est peut-être recommandé que des initiatives privées proposent l'activité et puis que ces initiatives soient soutenues par les autorités locales et au plan national également. Il y a cependant besoin de se projeter. Lui et moi, depuis quelques années, souhaitons l'élaboration d'un agenda culturel propre à chaque pays membre. La Côte d'Ivoire s'est engagée. Un répertoire définitif pour la programmation des manifestations festives sera bientôt dressé. L'idée est d'éviter tout chevauchement et favoriser le tourisme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.